Bonjour et une cordiale bienvenue à notre événement de recrutement de cette année de Career Plus. Par rapport au cheminement des candidats aujourd'hui, vous allez être accompagné donc par mon collègue Christian Herrer. Il est donc spécialiste de marketing en ligne chez Career Plus et aussi donc du groupe MEO. Plus tard, nous allons faire la connaissance d'Éric Fleury, qui est donc un des cofondateurs de Career Plus. Et il a 22 ans qu'il travaille là et aussi donc responsable dans du business development pour Fabula Games, entre autres. En plus, moi-même, mon nom c'est Suzanne Heller. Je suis donc la responsable des ressources humaines chez Career Plus et aussi donc du groupe y appartenant. Alors, quelques indications d'ordre organisateur. Alors, cet événement va être donc interprété en allemand, vers l'allemand et vers le français. Vous pouvez donc changer la langue donc dans le menu, dans le Zoom. Vous pouvez changer la langue ci-dessous. Die ganze Präsentation wie auch weiterführende Infos werden wir Ihnen gerne im Anschluss an den Event versenden. Alors, nous allons vous envoyer donc à la fin de cet événement donc la documentation. Vous pouvez donc saisir vos questions dans le chat aussi. Nous allons donc les collecter. Ensuite, on veut bien y répondre à la fin de l'événement. Encore une autre indication. Alors, on va essayer donc de formuler nos phrases donc de manière neutre. Donc, mais parfois, on ne peut pas éviter donc de prendre la forme masculine ou la forme féminine. Donc, mais en tout cas, à titre d'information, on couvre donc, c'est-à-dire on inclut tous les genres. On va commencer donc avec la question alors de qu'est-ce qu'on entend donc par le cheminement du candidat. Merci beaucoup donc pour sa petite introduction. Alors, je vais voir si je peux changer la diapositive. Je crois qu'on a un petit problème technique. Merci beaucoup. Alors, donc, ce cheminement des candidats est dérivé donc de l'expérience ou donc des clients et décrit donc le processus ou le parcours donc d'un client, comme on le voit donc le pre-awareness, donc cette prise de conscience au préalable quand on prend la conscience donc de tous ces processus donc des décisions, c'est-à-dire donc que ce soit par rapport à l'achat ou bien aussi donc la fidélisation client, donc after sale, donc post-achat. Voilà d'où cela vient. Alors, en fait, le marketing des ressources humaines, elle a donc repris donc ce concept de customer experience et puis ce cheminement, elle a donc créé donc ce cheminement des candidats parce qu'on a remarqué que lorsqu'on recrute donc le personnel, les choses ne fonctionnent pas de manière comme il faut faire un effort donc pour avoir ou pour postuler, avoir un travail. Alors, les candidats qui sont bien qualifiés, alors ils peuvent choisir en fait leur employeur et donc c'est la raison pour laquelle il faut bien organiser donc ce cheminement des candidats ou cette expérience des candidats. Alors, cela comprend toutes les expériences et toutes les émotions. Donc, une personne qui postule pour un travail, elle vit. En fait, cela mène donc à la satisfaction donc du client et aussi une très bonne expérience. C'est-à-dire que pendant le processus, cela donne donc une très superbe motivation pour commencer donc son travail ou sa carrière chez l'employeur. Mais il ne faut pas seulement se focaliser donc sur le candidat qui postule, qui va recevoir ou qui va avoir le poste, mais ce qui est aussi important, ce sont aussi donc les personnes qui ont postulé que vous avez donc refusé pendant le processus de recrutement. Il faut penser donc que cette expérience ou un refus est quelque chose de négatif
et va donc rester dans la mémoire d'un être humain, rester beaucoup plus que quelque chose, qu'une expérience positive. Donc, raison pour laquelle il faut en faire part, il faut en discuter. Alors, tous les médias sociaux en général, ils sont un très bon canal donc pour on peut faire un débriefing ou d'en parler de ces expériences négatives qui pourraient nuire donc aussi à l'entreprise. Christian, Kunulu, par exemple, ou bien ces forums chat, est-ce qu'ils sont vraiment très pertinents? Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que donc ces plateformes d'évaluation dans l'Internet ou sur Internet, ils deviennent de plus en plus importants. Alors, moi aussi, je fais des recherches et je passe par l'Internet et puis on essaie de chercher donc des opinions un peu indépendantes et puis de se positionner, mais d'avoir donc une opinion de tiers, c'est toujours très bien. Alors, si vous voulez donc un peu vous demander, vous voulez donc faire donc une réservation d'une chambre d'hôtel pour une nuitée ou bien pour vos vacances, alors vous regardez un peu les opinions des autres pour choisir ou pour faire votre choix. Et la même chose s'applique donc ici lors des candidats qui postulent pour des employeurs. Ils veulent donc savoir comment est tel et tel employeur. Ce qui est important à retenir, c'est comment est-ce que je m'y prends donc avec de telles évaluations. Comme tu l'as dit tout à l'heure, alors les personnes, ils ont la tendance plutôt donc de s'exprimer de manière critique et moins positive. Et c'est la raison pour laquelle on prend de telles critiques au sérieux. Et cela démontre qu'est-ce qu'on fait donc avec ces critiques, c'est-à-dire qu'à long terme, on observe, on dit, bon, il y a 2 ans, l'évaluation donc de cette entreprise était mauvaise, il y avait peut-être 2 étoiles. Aujourd'hui, cette entreprise, elle a donc une évaluation de 4 étoiles. Alors, on voit qu'il y a eu des améliorations qui se sont faites. On a pris les critiques donc à cœur et on a fait quelque chose pour changer la situation. Avec Honolulu, alors on a vu qu'ils ont aussi une influence. Alors, c'est la même perception. Alors, je ne réponds pas seulement donc aux choses positives, mais aussi aux choses négatives. Et alors, peut-être de ne pas donc s'opposer donc à ces opinions. Il faut rester objectif, d'éviter de telles situations, mais tout simplement, si on veut donc s'exprimer de manière négative, alors de faire ce lire en bilatéral en passant peut-être par un courriel. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis l'être humain, il a la tendance donc de critiquer de manière très négative et cela a un impact donc sur l'employé. Alors peut-être qu'on pourrait donc faire un bon choix de mots pour rendre le message un peu plus positif. Par exemple, pendant la discussion de la fin de l'année, donc d'encourager donc le collaborateur, la collaboratrice, donc de vivre un peu avec ces critiques. Eh bien, on pourrait donc aussi l'insérer donc dans une évaluation donc faite par un questionnaire. C'est-à-dire que d'essayer de s'exprimer de manière un peu plus positive et d'éviter donc au sein donc, de l'entreprise de telles critiques négatives. Merci beaucoup, Christian. Alors, nous avons entendu à quel niveau donc une telle expérience des candidats est importante. Alors, nous avons donc un outil qui nous aide un peu à analyser donc cette expérience de manière structurée. Donc, ce qu'on appelle Candidate Journey. Donc, c'est en fait le chemin qu'un candidat prend dans le trajet qu'il fait donc et on prend donc ce trajet et point par point pour bien observer donc le déroulement, c'est-à-dire dès le contact, on appelle ces contacts donc touch points en anglais. Donc, c'est la première étape jusqu'à la dernière étape donc du candidat. Alors, on va faire ce trajet ensemble et puis on va regarder un peu de plus près tous ces points. Alors, on commence d'abord avec ce qu'on appelle le wellness, donc se sentir bien. Alors, comment est-ce que la personne, ou comment est-ce que son attention est portée donc à notre publication donc pour un poste? Alors, d'habitude, ils passent donc par les médias sociaux, peut-être aussi donc des foires,
de profession, peu importe le touch point ou donc le point de contact que vous prenez, ces personnes, elles ne sont peut-être pas nécessairement là pour chercher donc un poste, mais ils passent par hasard et ils disent, oh, ça pourrait être très intéressant. Ensuite, nous avons aussi donc les candidats qui postulent de manière donc plutôt passive, c'est-à-dire bon, ils cherchent quand même un nouveau défi et donc ils vont sur les plateformes, par exemple donc les bourses de postes ou bien autres. Et donc le cas classique, c'est-à-dire que pour trouver ou postuler pour un poste, eh bien c'est justement donc l'annonce et c'est le point de contact le plus usuel et c'est celui que nous connaissons bien. Nous avons, l'année dernière, nous avons travaillé avec Focus Online lors de l'événement de recrutement l'année dernière. On en a parlé en grand détail. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer de nouveau les points les plus importants de cet événement l'année dernière? Alors, on va aller vite, justement, voir ces points. Alors, très souvent, donc, le premier point de contact donc, de votre entreprise pour les candidats, c'est justement cette petite annonce. Donc, il y a différents points dont il faut tenir compte. Tout d'abord, alors, au niveau technique, alors, veillez à ce que votre site web soit aussi donc compatible avec les portables parce qu'aujourd'hui, oui, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Donc, normalement, on est donc en ligne sur Internet donc par des appareils donc mobiles. Et veillez au niveau technique que vous ayez donc des données bien structurées alors qu'il y ait donc selon un certain schéma avec un code. Regardez donc avec votre agence Internet ou bien justement votre fournisseur pour veiller à ce que vous ayez donc les données bien structurées sur votre site web pour que donc ces machines, donc ces comme Job Search ou quoi, ils arrivent donc à mieux trouver donc les données nécessaires pour saisir donc ces postes et puis de les offrir sur leur site web. Ensuite, il faut voir que cherchent donc les personnes. Alors, vous avez une description donc de travail ou de poste. On dit, ah oui, c'est très bien, mais si personne ne comprend votre message, alors vous n'aurez pas le grand succès souhaité. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Alors, il y a Google Trends qui est un très bon outil à cet effet. Alors là, vous pouvez donc chercher, insérer ou saisir des mots de recherche. Alors, quel est le volume donc pour la satisfaction donc d'un gestionnaire donc de clients? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Peut-être, oui, alors le marché suisse. Et puis ensuite, on peut décider comment vous voulez donc formuler votre titre donc pour le poste. Ensuite, il faut aussi veiller à ce que vous voyez, est-ce que vous voulez tutoyer? Alors, comment est-ce que si j'ai une candidature ensuite où on me tutoie, alors évidemment, il faut que je le tolère. Pour ce qui en est du texte, alors, donc, n'éditez pas donc de votre point de vue, mais qu'est-ce que le groupe cible voudrait lire, trouver d'autres mots, par exemple, il y a d'autres mots ou termes qui sont utilisés donc, pour le programmeur, donc pour les ressources humaines. Alors, veuillez vous mettre à la place donc du candidat dans ce groupe cible, essayez donc de vous adresser à plusieurs groupes cibles et puis de tester plusieurs choses et puis de voir alors quel est donc le retour et puis aussi le retour donc ou le déroulement donc des candidatures. Il faut vous positionner de manière bien avec call to action. Qu'est-ce que vous voulez que les utilisateurs fassent? Donc ici, dans le cas donc des personnes qui postulent. Alors, on veut avoir d'abord un contact avec ces candidats. Alors, montrer au moins justement un bouton, peut-être plusieurs même, où vous dites postuler et que ce soit très bien visible donc sur votre site. Et veuillez donc abrévier donc aussi ce chemin donc pour envoyer donc sa candidature.
Et en principe, il faut dire, on l'a traité, on avait donc fait un white paper, on avait parlé de cela l'année dernière, on avait donc eu un événement à ce propos et il y a beaucoup d'informations, suffisamment d'informations. On avait non seulement le white paper, mais on avait aussi le lien donc le lien pour la vidéo. Vous pouvez donc aller sur notre site web pour careerplus.ch pour le voir. Et nous allons aussi insérer tous les autres liens. Alors, vous pouvez donc, si vous l'avez manqué, vous référer donc à ce site pour aller le regarder. Très bien. Google Trends, d'ailleurs, je crois que c'est, disons, le conseil le plus valable que j'ai eu de la part de Christian. Alors, je ne peux que le recommander. Nous arrivons donc à la deuxième étape donc, de notre trajet donc, au cheminement de candidature. Alors, on voulait donc un peu motiver, donc, où nous avons réussi donc à motiver notre candidat et maintenant on veut qu'il postule. Alors, où est-ce qu'il pourrait donc, s'il s'intéresse pour nous, où est-ce qu'il peut aller chercher donc ces informations? Alors, nous avons le site web donc, de notre entreprise qui est donc un point de contact central. Les informations pour nos groupes cibles, il faut qu'ils soient trouvables, ils devraient être aussi très pertinents, donc il faut veiller ou penser alors qu'est-ce qui pourrait intéresser un tel candidat potentiel, le mettre à disposition. Alors nous avons donc peut-être une sous-catégorie ou une autre page sur le site web donc pour qui est dédié donc à la carrière, pour qui s'y retrouve. Alors la pertinence des informations, alors à titre d'exemple, on dirait, bon, d'une part, on aimerait donc adresser ou s'adresser donc aussi aux apprentis ou aussi aux professionnels. Donc, un apprenti serait peut-être plutôt intéressé de savoir alors quelles sont les stations, quel est le trajet donc je dois faire ou le parcours pour arriver donc justement à la fin de mon apprentissage et aussi quelles sont les opportunités plus tard. Ils vont peut-être s'intéresser alors quelles sont peut-être aussi les possibilités donc de formation continue ou les possibilités de carrière dans l'entreprise pour arriver peut-être à un poste de cadre ou de manager. Alors, vous avez donc divers groupes. Vous avez peut-être des spécialistes en matière de IT. Il faut mettre d'autres informations à disposition que peut-être des vendeurs. Les informations que vous mettez à disposition, je crois que la chose la plus simple à faire, c'est de se mettre un peu à la place donc de ce candidat potentiel. Et ce qui est clair, c'est que, disons, les vacances, elles soient des postes qui sont occupés, ils doivent être très bien visibles sur votre site web parce que nous voulons évidemment des candidats bien qualifiés pour ce poste. En même temps, c'est souvent le cas que les personnes vont justement dans ces études de bourse de profession, vont directement là pour chercher ce qu'ils veulent. Par rapport à la culture de l'entreprise, alors c'est peut-être pertinent aussi pour les candidats, il faut que ça soit crédible. Alors vous pouvez réfléchir, on le voit très souvent. Peut-être qu'il vaudrait mieux donc de télécharger une vidéo où il y a les collaborateurs, collaboratrices qui parlent de leur poste, de leur travail et dans quel environnement culture ils travaillent. Beaucoup plus simple que tout simplement d'avoir une page avec donc le texte qui décrit la culture. Ce n'est pas vraiment une grande preuve donc de la crédibilité. Donc, il ne faut pas oublier, bon, il y a les sites web, mais Kununu et Glassdoor, ils sont aussi applicables pour nos candidats. Très utile. En général, donc cette phase d'information, alors on recommande donc de créer des possibilités de contact pour les candidats. Par exemple, lorsque vous avez une annonce, alors il vaudrait mieux mettre deux que seulement une personne de contact afin que le candidat sache à qui doit s'adresser s'il a des questions ou si elle a des questions. Et en même temps, vous pouvez aussi donc mettre à disposition dans des données de contact. Il y en a qui disent que dans les ressources humaines, on est
presque pas à même donc de répondre ou de traiter toutes les demandes ou les candidatures soi-même. C'est un point justifié. Alors, d'une part, on peut travailler avec sur le site web, donc une session, disons une section donc de questions et réponses où il y a certaines questions standards auxquelles on aura déjà répondu. Et le contraire serait donc des chat box où vous avez donc des questions standards auxquelles on aura déjà répondu. Vous trouverez les réponses là. Alors on dit, oh, c'est de la technologie assez avancée. Est-ce qu'un chatbox, est-ce que c'est cher? Quelle est la technologie là derrière? Les bots, c'est vrai, ça a l'air d'être de la technologie très avancée et ça l'est aussi à un certain degré. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur Internet, on essaye d'avoir un contact direct, le plus direct possible. Et même si vous êtes vous-même dans la situation d'un candidat ou d'une candidate, qu'est-ce que je dois faire? Je remplis 5 formulaires, je dois tout charger sur le site ou alors avoir tout simplement un contact direct avec un spécialiste du recrutement. La majorité vont préférer un contact direct. Il est clair que des processus normalisés sont la base de tout recrutement à succès et donc que automatiquement on trouve des variantes ou alors d'autres modes permettant d'avoir toujours ces processus en arrière-fond. On utilise les bots et les outils de chat. On utilise aussi des outils gratuits. Nous les utilisons nous-mêmes. On peut les mettre en œuvre facilement, mais sachez qu'il y a bien entendu des employés qui doivent s'en occuper parce que sinon les questions restent sans réponse. Et c'est une possibilité d'avoir un premier contact et cela sans devoir envoyer et surtout sans envoyer de données personnelles. Non, c'est juste une question d'intérêt. On lui dit non, la communication continue là, sur cet autre canal. Et les bots, c'est une possibilité. C'est assez complexe. Il faut avoir un très bon script en arrière-fond. Il faut que ce soit logique pour que ce soit également intelligent au niveau des réponses et audible au niveau des réponses. Les questions doivent être bien réfléchies en amont. Et on doit avoir un bon script, le développement. Donc, on dit que lorsque vous réfléchissez sur un contact direct, moi, je vous recommanderais de commencer avec un outil de chat gratuit. Et lorsque vous voyez, ah, c'est toujours le même type de questions qui reviennent, vous pouvez alors cibler et inclure cela dans un chatbot et pouvoir développer là-dessus. S'il y a tellement de demandes, si la demande ne justifie pas l'investissement, alors vous aviserez de toute manière. Et puis, de manière fondamentale, pour les chatbots, il faut qu'ils soient bien faits. Parce que si je vois tout de suite, ah oui, c'est qu'une machine bête, entre guillemets, je suis vite parti en tant qu'utilisatrice ou utilisateur. Fondamentalement, je dis, donnez à vos visiteurs, visiteuses, la possibilité d'entrer en contact direct avec vous, de manière à ce que justement, il n'y ait pas d'obstacle à ce premier échange et que de ce fait, on puisse avoir un premier retour aussi vite que possible. En fait, ça a l'air génial. Merci beaucoup, Christiane. Nous retournons à notre cheminement des candidats. Nous avons donc l'attention des personnes intéressées et nous avons maintenant atteint l'objectif, la candidature qui est déposée. Et là, maintenant, il faut vraiment faire attention parce que le fait de postuler, ça peut générer de la frustration. Nous savons, parce que nous avons fait des enquêtes et des sondages, le email est le support
de référence pour placer des candidatures, des formulaires en ligne et par exemple, à travers LinkedIn et les profils LinkedIn en troisième. Donc, essayez d'offrir ces 3 options, tout simplement. Si vous avez un système de gestion de candidature, peut-être que le courriel est un peu plus difficile à gérer, mais il y a des outils maintenant qui existent que de pouvoir intégrer tout courriel dans un système de gestion de candidature, ce qui réduit énormément le traitement pour les ressources humaines. Pour les formulaires en ligne, parfois, c'est compliqué à remplir. Il faut charger et déposer des documents à foison. Et nous savons également de nos candidats à Career Plus que plus d'un quart a déjà arrêté le processus parce que c'était tout simplement trop compliqué. Le processus de candidature a été trop compliqué. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Si plus de 25% ne se portent pas candidat parce qu'ils trouvent que c'est trop fastidieux, là, il faut vraiment veiller à ce que les obstacles soient le plus réduits possible. Des pages qui se scratchent, des délais de chargement qui sont trop longs, tout ça, il faut faire attention. Oui, de mon côté, vérifiez avec votre service informatique que votre email arrive à gérer de pièces jointes parce que ça peut quand même 4, 5, 6 mégaoctets par fichier. Donc, si vous avez une limite trop basse, ça peut poser problème. Donc, veillez à ce que vous ayez une autorisation spéciale. Si ce n'est pas possible, alors il faut veiller à une alternative face à travers le site web, donc basculer les gens sur le site web parce que là, il n'y a pas de limite, parce qu'on peut plus facilement peut-être mettre en place les procédures techniques. Et selon le groupe cible, on voit souvent que ce soit pour un formulaire en ligne, d'avoir une lettre de motivation, le diplôme et bien sûr le CV. Et donc, posez-vous la question, est-ce qu'un CV ne suffit pas pour une première sélection? Et si vous avez vraiment besoin de spécialistes, pourquoi pas simplement un numéro de téléphone ou un email pour qu'on puisse le contacter? Parce qu'alors, vous, en tant qu'entreprise, pouvez vous porter candidat en tant qu'employeur et peut-être, grâce à ce contact direct, également avoir des points bonus. Notre candidat, notre candidate a donc déposé la candidature et nous sommes donc dans la phase de sélection. Et là, il est extrêmement important d'avoir un retour rapide. C'est normal. On peut le comprendre, on a investi du temps dans sa candidature et il faudrait vraiment veiller à ce qu'en une semaine, maxi, grand maxi 2 semaines, plus n'est pas tolérable ou toléré par les candidates et candidats. Donc, nous déconseillons de regrouper, OK, on regarde après 3 semaines et on les compare après 3 semaines. C'est peut-être pas non plus intelligent parce que vous pouvez également sélectionner au fur et à mesure, parce que ce n'est pas à comparer les uns par rapport aux autres, mais par rapport au descriptif du job. Et pour Career Plus, pour les bonnes candidatures, nous avons 24 heures maximum de réaction et ça, c'est une norme ou une référence, même si c'est 72 heures ou 48, mais 1 à 2 semaines, c'est peut-être encore tolérable, mais les gens le perçoivent comme étant très long, comme délai dans les temps actuels. Donc ça, c'est le premier retour, d'accord? Ensuite, nous savons que des entreprises prennent le temps avant d'inviter des gens qui sont vraiment bien,
qui correspondent absolument au profil recherché, de les inviter. Et là, vous courez tout simplement le risque que quelqu'un d'autre invite avant et tout simplement vous pique le spécialiste recherché. Bien sûr, ça peut prendre du temps parce que congé, maladie, n'importe, mais donner une information intermédiaire. De manière générale, à toutes les personnes auxquelles vous n'envoyez pas un refus, soyez transparent dans votre processus, informez-les où vous en êtes, vous, pour qu'ils sachent où ils en sont, eux. Et pour cette phase de sélection, bien entendu, il faut avoir et mener des entretiens. Et là, il faut que toutes les parties intéressées au sein de l'entreprise doivent avoir un bon accord, car je pense qu'en tant que candidate ou candidat, lorsqu'on vous repose à chaque fois les mêmes questions dans le premier, deuxième ou troisième entretien, on se dit, tiens, ils se parlent entre eux là, c'est quoi la communication en interne, ils font quoi? Et en même temps, vous devriez être bien préparé en tant qu'interlocutrice, interlocuteur, parce que sinon, vous n'avez pas une approche professionnelle. Et vous avez aussi, depuis 2020, toutes et tous découvert les interviews vidéo. C'est cool. Ça permet d'avoir plus rapidement un rendez-vous que de devoir se rencontrer physiquement à un endroit. Christian, pour les interviews vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, là, c'est quelque chose qu'on connaît tous. On a tous dû s'adapter au monde des conférences vidéo. Là, par exemple, aujourd'hui, nous tenions cette présentation devant le public et là, maintenant, c'est via Internet. Donc, cela permet d'avoir des situations un peu intéressantes. Là, par exemple, Global News, vous connaissez certainement. Et donc, voilà, Rocco, retire ta queue. En effet, j'espère qu'il n'y aura pas de chat chez nous, là, maintenant. Mais bien entendu, je pense que c'est quelque chose à laquelle on s'attend en tant que candidate ou candidat. Tout simplement, soyez indulgents, bienveillants. Et c'est toujours quelque chose, c'est peut-être difficile de le faire avec l'ancien ou l'actuel employeur. Donc, enlever ce sentiment de gêne, dit non, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Donc, d'un autre côté, il faut rester bien entendu professionnel. Si, par exemple, vous n'avez pas d'obligation d'avoir un bureau à domicile, mais au bureau, soyez, si possible, bien sûr, dans une pièce séparée et cela devrait, de nos jours, être plus facile. Pour avoir une approche professionnelle, testez tout votre équipement technique. Voyez ce que la caméra capte, qu'est-ce que les gens voient, est-ce que c'est le bon volume, est-ce que le micro marche bien, est-ce que vos batteries sont chargées ou est-ce que vous avez également une redondance dans vos systèmes, un arrière-fond neutre. Ne mettez pas peut-être votre armoire qui est mal rangée ou alors des arrière-fonds virtuels de l'entreprise où vous pouvez présenter l'entreprise et veillez à avoir un bon éclairage, ne vous mettrez pas en contre-jour et surtout votre gestuelle et votre comportement, adaptez-les. Donc, si vous êtes de l'autre côté, du côté vidéo, et oui, mais ça arrive et l'autre peut le voir. Donc, sachez-le, sachez-le. Et surtout, regardez dans la caméra et pas à l'écran ou alors changer entre les deux de manière à ce que ce soit agréable pour la candidate ou le candidat. D'un point de vue vestimentaire, quelque chose de neutre, pas trop de dessin. Ça peut
occasionner une gêne. Si vous partagez, par exemple, votre écran, fermez tous les autres programmes et ça dérange. Et on ne peut pas se concentrer sur la candidate ou le candidat. Oui, et mis à part les aspects techniques que nous devons également vérifier, nous pouvons nous préparer en réfléchissant qu'est-ce qui est important pour nos candidates et nos candidats. Là aussi, dans nos sondages et enquêtes, nous avons posé cette question. Et vous le voyez maintenant sur le transparent. Donc, mettez-vous à la place de la candidate et du candidat. Quelles sont les informations auxquelles ils s'attendent, les informations qu'ils n'ont pas pu trouver sur le site web, qu'il n'y avait pas dans l'annonce, etc. Et réfléchissez pour vous, dans la phase dans laquelle vous vous trouvez dans le processus de sélection, quelles sont les questions à poser. Exemple classique, c'est le revenu. Si vous avez une limite supérieure ou inférieure, il serait bon dans un premier entretien de voir ce que l'autre s'imagine, la candidate ou le candidat, parce que sinon vous risquez d'arriver dans une situation que vous êtes tout à fait enthousiaste par rapport à la personne qui est adaptée, etc. Et puis, au niveau du salaire, ça ne matche pas. De plus, les entretiens doivent être bien structurés, notamment aussi respecter les délais dont vous avez parlé. J'ai moi-même été impliqué dans un premier entretien. Ça a duré 3 heures. J'étais 3% active. C'était très informatif pour moi, mais de manière générale, ce n'était pas une bonne expérience en tant que candidate. Ça, je dois le reconnaître. Voilà. Et après, tout ce processus, tout ce cheminement, vous êtes arrivé au point où vous refusez ou alors vous acceptez un candidat. La manière dans laquelle vous dites aux candidates et candidats que ce n'est pas la personne que vous recherchiez, eh bien, c'est très important. Vous pouvez vous l'imaginer. Surtout, motivez votre refus de candidature au mieux, parce que c'est le point le plus important. On le voit très bien dans notre sondage et dans nos enquêtes d'opinion. C'est très important pour les candidates et candidats. Nous connaissons le problème. Si vous avez beaucoup de candidatures que vous refusez, c'est très difficile. Comment est-ce que vous pouvez quand même gérer cela? Peut-être que vous avez des emails standardisés dans différentes versions parce que les raisons pour lesquelles vous refusez une candidature sont similaires. Et comme ça, vous avez 5 possibilités desquelles vous pouvez choisir et dire, voilà, ça c'est cette raison, cette raison, cette raison. Si vous avez déjà eu un entretien personnel avec la personne, il serait peut-être utile et ce serait peut-être bon aussi d'appeler personnellement. Et là aussi, c'est une expérience intrinsèquement négative, mais vous pouvez influencer en disant merci beaucoup pour l'entretien, merci pour le temps que vous avez investi, également donner un retour, comment la candidate, le candidat a été perçu, et selon, vous pouvez peut-être aussi partager des informations sur d'autres positions à pourvoir, ou alors si vous avez une candidature qui actuellement n'est pas adaptée au job que vous essayez à pourvoir, mais qui de manière générale est intéressante, peut-être trop jeune, trop junior, comme nous on le dit souvent en ressources humaines, proposez de garder le contact. Généralement, c'est très, très bien perçu. C'est un événement et une réaction positive et surtout la réticence à reprendre le contact avec l'entreprise, voire à l'intégrer, est nettement réduite. Lorsque vous acceptez, je pense qu'il est normal qu'on le fasse de manière personnelle en disant « Voilà, nous aimerions vous avoir dans notre équipe. Est-ce que ça vous tente toujours et encore ?» Et là, n'oubliez pas, en tant qu'entreprise,
après quelques jours, on sait déjà que c'est la personne qu'on aimerait recruter. Mais la candidate, le candidat, se trouve à un autre moment de son cheminement. Il ne connaît pas encore la réponse. Il attend la réponse. Elle attend la réponse. Donc, pour ne pas, ou pour éviter d'être désillusionné, il n'est pas trop motivé. Donc, la personne a peut-être encore besoin d'un temps de réaction, demander combien de temps il veut réfléchir ou elle veut réfléchir. Et puis, surtout, si de l'autre côté, la personne ne dit pas tout de suite « Waouh, 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 génial », ne le prenez pas de manière personnelle. C'est certainement aussi une situation intéressante à gérer pour les candidats. Si après, vous avez donc la notification écrite, il s'agit également de vérifier, bien sûr, des aspects contractuels et également de les annoncer. Surtout, annoncer clairement la suite du processus. Quand est-ce que vous allez envoyer le contrat de travail? Quand est-ce que vous voulez l'avoir de retour? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Quels sont d'autres points peut-être aussi à prendre en compte? Et c'est comme ça qu'on peut généralement bien informer les candidats avant la première journée de travail. Alors, lors de ce parcours donc des candidats aussi, donc lors du processus de recrutement, il vaut la peine de mesurer certaines choses, ce qui va nous permettre donc de porter certaines optimisations. Alors, il n'est pas nécessaire de passer à de grands détails, mais tout simplement peut-être 2 points. Time to hire, c'est une chose classique, c'est-à-dire de regarder au fil du temps, donc de plus près. Nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, créé un white paper. Vous allez le retrouver sur notre site web sur www.careerplus.ch. Mais à la fin de cet événement, cette manifestation, nous allons vous envoyer ce white paper ensemble avec la documentation. Alors, pour avoir donc cette expérience ou ce parcours de recrutement positif, alors de tout se base donc sur le respect, sur l'estime. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir des choses très coûteuses. Alors, tout simplement sourire, aussi de se donner la main donc de manière chaleureuse, se saluer de manière chaleureuse. Alors, nous avons terminé avec la première partie. Merci beaucoup, Christian, pour ta contribution. Alors, par rapport au marketing en ligne et suite donc au processus de candidature, alors Eric Fleury, qui va prendre la place de Christian, va nous raconter davantage sur les chances donc de gamification lors de cette expérience des candidats. Et merci aussi à Carrière Plus pour l'invitation et la possibilité de présenter quelques éléments des Serious Games. Effectivement, après un long passage chez Carrière Plus, j'ai rejoint il y a quelques années en tant qu'associé la société Serious Games, la société Fabula Games qui produit des Serious Games. Donc, nous sommes une petite société basée en Allemagne et également en Suisse. Et comme vous pouvez le voir, on a des clients très diversifiés. On peut travailler avec des grosses multinationales comme aussi avec des PME. Et ceci est possible car nous avons trois différentes solutions qu'on peut offrir à nos clients. D'un côté, on a des jeux déjà terminés qu'on appelle Universal Game avec des contenus qui sont déjà intégrés et que les clients peuvent prendre sous forme de licence en fonction du nombre de collaborateurs. Donc, ça peut s'adresser également aux petites entreprises. Pour des plus grandes entreprises, on développe également des jeux sous forme de projets. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait un nombre de collaborateurs relativement important pour que ça vaille la peine. C'est des projets qui durent quelques mois et donc, on peut répartir les coûts sur le nombre d'employés si on a suffisamment d'employés. Et puis, on offre aussi du conseil dans le domaine de la gamification qui est notre spécialité. On s'est positionné sur les serious games parce qu'en fait, depuis quelques années, il y a un trend très important dans la formation
qui est que ça devient de plus en plus digital. Mais il y a aussi un gros problème, c'est que les employés ne trouvent pas ça extrêmement amusant. La plupart du temps, si vous avez vous aussi déjà suivi des e-learning, vous avez probablement également ressenti que ce n'était pas la chose la plus amusante du monde. Donc nous, on essaye de rendre ça beaucoup plus intéressant sous la forme de serious games qui sont véritablement des simulations qui permettent un apprentissage d'une façon ludique et également motivante. Une petite question pour vous, je vous laisse 1 ou 2 secondes de réflexion. À votre avis, combien de collaborateurs terminent un e-learning qui font de façon volontaire? Voilà le résultat. Donc, 25% uniquement des collaborateurs vont jusqu'au bout d'un e-learning, ce qui est évidemment très, très faible. On a mesuré ça, pas seulement nous, mais il y a des études qui ont été faites que en proposant un serious game, le taux de finition est de 90%, donc beaucoup, beaucoup plus élevé. Il y a un autre aspect important, c'est que quand on lit quelque chose, en fait, on ne se rappelle pas grand-chose de ce qu'on a lu. Là également, il y a des études, certainement qu'il y a des psychologues parmi vous qui connaissent ces chiffres. On retient que 10% de ce qu'on lit si on le lit une seule fois. Il y a une autre méthode qui fonctionne beaucoup mieux, c'est quand on peut soi-même tester les choses, pratiquer. Et ça permet de retenir 90% de ce qu'on a pratiqué. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est possible dans les serious games de passer à la pratique puisqu'on met en place des simulations de la réalité. Donc, non seulement on atteint un taux de finition beaucoup plus élevé, mais en plus, c'est une méthode d'apprentissage très, très efficace. Évidemment, pour faire des serious games, il y a plein de secrets qu'on maîtrise, que, encore une fois, les psychologues parmi vous connaissent certainement très bien également. C'est des choses qu'il faut mettre en place pour qu'un serious game fonctionne également, fonctionne bien. Quelques petits exemples de projets sur lesquels on a travaillé. Dans le domaine de la compliance, par exemple, on a fait plusieurs projets dans le domaine qui est carrément devenu une de nos spécialisations, le domaine de la cyber security. C'est un domaine qui est très important pour les entreprises et où les collaborateurs n'ont pas du tout envie de se former, c'est pas le plus amusant. Et donc, nous, on arrive à toucher les collaborateurs avec ce genre de format. Ici, vous avez un jeu qu'on a fait en fait pour nous, qu'on met à disposition des entreprises, donc sous forme de licence. Un autre exemple également pour la formation du personnel, le développement des cadres, c'est un projet ici qu'on a mis en place pour Deutsche Telekom. Donc tout ça, c'est très bien, mais en fait aujourd'hui, on est censé parler recrutement, expérience candidat et comment combiner les deux aspects, serious game et recrutement. C'est quelque chose évidemment qu'avec mon passé de nombreuses années chez Career Plus, je me suis demandé assez rapidement. Et puis, on a développé un concept, on n'a pas encore mis sur le marché, mais on a déjà développé un prototype qui permet en fait de répondre à beaucoup d'objectifs. Là, c'est plutôt présenté sous la forme client, mais il y a également beaucoup d'aspects de l'expérience candidat, j'en parlerai au fur et à mesure. Donc, ça permet de répondre à tous ces différents objectifs, attirer des candidats, tester les candidats, assesser les candidats, augmenter la diversification, économiser du temps, de l'argent, et également mettre en place des réponses en candidat de façon automatique. Comment est-ce que ça peut fonctionner? On appelle ça le Serious Recruiting Game. Je vais également passer à travers les étapes, beaucoup plus rapidement, du processus de recrutement avec cette méthodologie. Donc, imaginez ici, c'est un candidat qui est sur un site Internet, Indeed par exemple, et en l'occurrence, c'est un programmateur, un développeur de C#. Donc, il regarde Indeed, il voit évidemment énormément d'annonces puisque c'est des postes qui sont très recherchés, mais il y en a une qui ressort vraiment du lot, puisqu'il n'y a pas de texte, comme sur toutes les annonces, nous recherchons, vous amener notre entreprise, etc. Il y a juste une image et où c'est marqué « Tu penses être le prochain C# Hero, prouve-le et joue ». Donc, voilà en gros l'écran. Et la seule chose que le candidat potentiel a à faire, c'est cliquer sur Play et directement
le jeu va s'ouvrir dans son browser et le jeu va démarrer. En l'occurrence, c'est une simulation, donc il va se retrouver dans un bureau, il arrive le matin au bureau et une collègue arrive vers lui et va lui expliquer que Steve, le manager, souhaite le voir immédiatement. Et puis également que le code que j'ai fait en tant que programmeur hier soir ou hier après-midi, il y a des bugs dedans, donc il faut le corriger. OK, maintenant, je suis complètement libre dans mes choix. Je peux aller voir le manager, je peux aller à mon poste de travail, je peux éventuellement continuer la conversation avec ma collègue. J'ai vraiment un libre arbitre. En l'occurrence, le candidat décide d'aller vers son bureau, mais au moment où il approche son bureau, il reçoit un appel de sa mère et là, il va devoir décider également de façon libre, est-ce que je réponds maintenant à ma mère ou est-ce que je ne le réponds pas et puis je la rappellerai plus tard. Donc, en fait, derrière le jeu, toutes les actions du candidat sont mesurées et on prend tout plein d'informations sur le comportement du candidat. Le candidat décide en fait d'aller à son poste de travail et décide que sa première priorité, c'est de corriger le code. Là, on va pouvoir tester les compétences techniques du candidat. Il y a effectivement sur son écran, dans le jeu, une page de code qui s'ouvre et il va devoir trouver le problème et trouver la solution au problème de ce petit code. Ça peut être quelque chose de très simple, mais on peut aussi aller dans des choses assez complexes. Après, finalement, une fois que le code est réparé, le candidat reçoit un feedback. Ça, c'est aussi important directement dans le jeu de pouvoir communiquer avec le candidat qu'il est sur la bonne voie, ou peut-être que c'est un peu trop compliqué pour lui. Mais finalement, il décide d'aller voir son manager. Là, on va mesurer autre chose, tout comme avec l'appel de sa maman, est-ce qu'il répond ou pas. Quand il a cette discussion avec son manager, on va plutôt mesurer ses compétences sociales. Le manager lui dit, mais dis donc, j'avais dit à la collègue de te dire de venir tout de suite dans mon bureau, pourquoi tu n'es pas venu tout de suite? Et là, j'ai plusieurs possibilités à disposition. Je peux lui dire, je voulais d'abord réparer le code, c'était la priorité, ou bien je peux lui dire, désolé, oui, j'aurais dû venir tout de suite, ou bien je peux aussi dire, ah non, elle m'a rien dit, je n'étais pas au courant. Donc là, toujours on mesure sa réaction. Et puis, par exemple, le chef dit, en fait, je voulais te voir parce qu'on a un problème avec un des collègues, Robert, qui a l'air très déprimé. Je sais que tu t'entends bien avec lui. Est-ce que tu pourrais avoir une discussion avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe? À nouveau, je peux choisir en tant que candidat à travers différentes solutions. Je peux dire à mon chef, non, ça c'est ton job, fais-le toi. Ou bien je peux dire, bien sûr, je vais tout de suite m'en occuper. Ou bien je dirais, je le ferai, mais un peu plus tard, etc. Et là, toujours en arrière-plan, on mesure les choix du candidat. Et à travers ces choix, on peut voir ses compétences, mesurer ses compétences sociales. Donc ça, c'est deux petits exemples d'assessment qu'on a mis en place dans ce Serious Game. Évidemment que tous les jeux d'assessment, on peut en fait les transformer de façon digitale dans le jeu et les intégrer à un scénario. Donc on a tout plein encore d'autres possibilités de mesurer les compétences techniques ou sociales d'un candidat. Une fois que le candidat a fini son jeu, il va recevoir automatiquement un email. Donc ça, c'est également très important pour l'expérience candidat. Il va pouvoir directement avoir un email personnalisé avec ses résultats du jeu et un texte, un email qui va lui dire « Merci d'avoir participé. Malheureusement, pour cette fois, ça n'a pas joué, mais réessaye pour un autre poste. » Ou bien, si le candidat a bien réussi, il reçoit ses résultats et il reçoit également directement une invitation à venir faire un entretien. En parallèle, le recruteur, lui, il a une vue d'ensemble sur laquelle il peut voir tous les résultats des candidats et puis il peut décider, tous ceux qui ont plus que 200 points, eux, on les invite et tous les autres, ils reçoivent ce email négatif automatiquement. Donc, ça permet également d'avoir un management des candidats très, très efficace. Donc voilà, les différentes bénéfices de cette méthode. Effectivement,
on peut tous les atteindre à travers un serious game, à travers la méthode du serious game dans le recrutement, c'est également possible. Et pour le candidat, c'est, je pense, une excellente expérience puisque il n'a pas à faire un dossier. On va directement retenir celui qui a les compétences pour répondre au poste. Et puis, un point que j'ai pas trop mentionné encore, c'est la diversification. Donc, imaginez par exemple un poste de développeur. On sait que c'est très demandé, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup en Suisse, mais peut-être que, je ne sais pas, une développeuse en Pologne va voir cette annonce et pourra, sans devoir faire un CV à la Suisse, pouvoir postuler et directement vous verrez qu'en fait c'est une très bonne candidate, alors que si elle avait fait un CV, peut-être ils sont un peu différents en Pologne, peut-être qu'il n'y a pas de certificat de travail, donc elle n'aurait peut-être pas passé à travers le processus de recrutement alors qu'elle avait pas, toutes les compétences. Donc ça permet également d'augmenter cette diversification des candidats. Donc voilà comment on peut aussi appliquer les serious games, pas seulement à la formation, pas seulement à l'onboarding, mais également au processus de recrutement. Très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Gut, wir sind am Bien, Ende alors, des Teils angelangt. nous sommes arrivés à la fin donc, de cette présentation. Alors, on va passer donc au chat pour voir les questions que vous avez saisies. Alors, Christian va nous rejoindre. Alors, toutes les questions que nous avons pu recueillir donc à l'arrière-plan, nous seront donc lues par une voix mystérieuse et on va essayer le mieux possible de répondre à vos questions. Nous avons donc une question par rapport donc à la diapositive 13 où vous avez fait donc un sondage. Alors, avec quel groupe cible est-ce que vous avez fait ce sondage? De quelle perspective est-ce que ce sondage a été fait? Donc, de la perspective du candidat ou de candidats potentiels ou bien oui, donc des candidats potentiels, donc de la base de données donc de Career Plus. Merci beaucoup. La deuxième question par rapport à la diapositive numéro 18. Alors, par rapport au retour, alors si vous n'êtes pas invité pour un entretien, quels sont les conseils que vous donneriez ou respectivement à quoi est-ce que les candidats attachent de l'importance lorsqu'ils ont refusé un rejet, donc s'ils ne sont pas invités pour un entretien? Alors, d'abord, le motif pour lequel ils n'ont pas été donc convoqués ou invités. Alors, on essaie d'être le plus honnête possible. Alors, notre expérience dit que les candidats, alors tant que nous ne sommes pas offensifs, c'est-à-dire tant qu'on est honnête et puis qu'on leur donne vraiment un retour très honnête, très authentique. Alors, c'est bien accepté par les candidats, bien que ce soit un message plutôt négatif. Ça, c'est la chose la plus importante. Autrement, on peut certainement aussi offrir de donner des recommandations, par exemple, la structure de leur candidature quand ils ont postulé ou peut-être des choses que nous ne trouvions pas très bien dans leur curriculum vitae ou qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer, refléter des choses aussi par rapport au comportement. Nous avons aussi donc certains gestes dont on a noté qu'on a noté pendant l'entretien. Alors, je crois qu'on peut très bien donc transférer le message au candidat. Alors, s'il y a peut-être une raison particulière, si on l'enveloppe bien, alors probablement que le candidat va probablement plutôt répondre ou vouloir savoir davantage. Alors, il faut expliquer les choses et puis cela nous évite un peu d'avoir trop de temps dépensé ou trop d'efforts. Donc, avec l'explication des refus, on peut donc donner ce type. Alors, par rapport à la diapositive 15, par rapport à l'entretien
Que pensez-vous donc de l'intelligence artificielle lors d'un entretien qui pourrait donc être un soutien donc en termes de mimique de candidat? Alors moi, je ne suis pas vraiment très affine en matière donc de technique, mais ça c'est mon opinion personnelle, n'est-ce pas, que j'exprime maintenant. Alors moi, je trouve cela personnellement pas très bien parce que je suis d'avis que la technologie, elle a besoin de quelques années pour être vraiment quelque chose de fiable. Alors, la technique ou l'intelligence artificielle peut apprendre des choses, mais ou puis ne pas les apprendre bien. Vous savez, vous avez des personnes de différentes cultures qui viennent. Peut-être que oui, certains gestes veulent dire cela dans une culture et autre chose dans l'autre. Mais moi, en tout cas, je n'aimerais pas perdre mon poste de travail. Alors non, moi, je ne recommanderais pas un tel outil, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Alors, je crois que ce n'est pas très bien non pour le candidat ou la candidate. Je crois qu'il faut même indiquer que, même les avertir qu'un tel logiciel est employé et puis penser aussi donc à la loi de protection des données, de la protection des données. Et puis, cela pourrait être aussi donc un effet de stress. Alors, comment est-ce que donc mon visage ou donc mes mouvements, mes gestes ont été interprétés? Alors, il faudrait, je crois, la personne, l'interlocuteur, l'interlocutrice, ils devraient être à même donc de bien interpréter donc les gestes et des candidats et puis de savoir est-ce que cette personne est bien adaptée, adéquate donc pour le poste. Alors moi, je ne voudrais pas donc me fier à la technologie pour faire cela, pour estimer la personne. Développer notamment la lecture du visage, des expressions du visage, qui commencent à fonctionner et qui vont fonctionner de mieux en mieux. Donc ça, c'est évidemment, enfin, à mon avis, c'est une tendance sur laquelle on ne reviendra pas. Par contre, ça peut enlever une étape, mais ça ne va pas enlever tout le processus. Donc, le rendez-vous, la rencontre après doit de toute façon avoir lieu. Ça va juste permettre d'avoir un peu moins de perte de temps dans la première étape. Merci beaucoup donc, pour ces explications exhaustives. Nous avons une question en français. Oui, alors il y a une question. Quel est le logiciel qui est utilisé pour ces Serious Games, Business Games? Est-il un logiciel spécifique? Alors, c'est des solutions qu'on développe nous-mêmes. On utilise des logiciels qui permettent de ne pas tout programmer depuis le début, notamment ce qu'on appelle un outil auteur qui nous permet effectivement d'avoir déjà des personnages qu'on peut animer et ce genre de choses. Mais il faut quand même être derrière et on ne va pas dire que ce n'est pas de la programmation, mais c'est du codage dans notre jargon. Ça s'appelle comme ça, qui fait que on peut pas juste, enfin, n'importe quelle entreprise peut pas du jour au lendemain mettre ça en place. Il faut passer par un spécialiste des serious games comme notre entreprise. Ok, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Et puis, il y a une deuxième question. S'il y a une sorte d'ordre de prix pour ces games, est-ce qu'il y a un price range? Oui. Donc, un projet qu'on va développer pour un client spécifique, on va tourner, c'est un projet qui va durer entre 4 et 6 mois, donc on tournera autour entre, disons, 50 à 100 000 euros ordre de grandeur. Par contre, les projets qu'on a fait pour nous, qui sont dans notre portefeuille et que les entreprises peuvent prendre sous forme de licence, on tourne, tout dépend le nombre de licences que l'entreprise va choisir. On commence à 5-6 euros par collaborateur. Ça monte après à, je crois, une trentaine d'euros par collaborateur maximum. Donc, on est dans des prix très, très, très raisonnables qui sont comparables au prix des e-learning, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons encore une question en allemand, une question très intéressante. Quelle est l'importance du lieu de l'entretien? Alors, nous avions donc un participant donc en streaming qui a dû donc faire les entretiens dans un restaurant. Alors, est-ce que ces
pertinent? Le lieu, est-ce que c'est pertinent? Oui, alors là, depuis le printemps de 2020, nous avons donc collecté ou recueilli beaucoup de diverses expériences. Alors, si on pense donc du point de vue du candidat, alors peut-être que le lieu peut être virtuel, alors surtout si c'est prescrit donc par l'État, mais tôt ou tard, nous l'avons vu dans une diapositive, voilà ce que les candidats désirent. Alors, ils aimeraient donc connaître aussi les autres membres de l'équipe. Alors, donc, moi, si je me remets donc à la place du candidat, moi, j'aimerais voir alors où est-ce que je vais travailler finalement. Alors, bon, si je travaille en mode de télétravail, alors j'aimerais peut-être aussi vouloir visiter un peu les bureaux, bon, en bref, je voudrais avoir au moins un entretien donc sur place, donc pour avoir le contact avec les personnes avec lesquelles je vais travailler, ou surtout aussi mon supérieur. Je ne sais pas. Ouais, dans le restaurant, oui, bon, on peut bien manger quelque chose, c'est bien. Non, alors comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que ça peut aussi causer une situation de stress. Ce n'est pas très agréable, surtout quand on est donc entouré donc de bruit. Alors tout d'abord, on veut faire connaissance. Alors peut-être que pour la première fois, un restaurant est tout à fait adéquat, mais pas n'importe où dans un restaurant. Peut-être quand il y a justement donc le personnel du service qui vient dire, est-ce qu'on peut vous offrir autre chose? Alors ça dérange. Alors le restaurant, oui, bon, peut-être. Ça dépend donc du groupe cible. Il y en a qui n'ont pas du tout de problème à s'exprimer dans un entourage un peu bruyant, et puis il y en a d'autres qui ne le souhaitent pas. Ça dépend. Très bien. Merci beaucoup donc pour les explications, les réponses et aussi. Donc, c'est tout de notre part. Merci beaucoup donc pour Diego et Florence donc de Off. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin donc de l'événement de recrutement 2021 donc par rapport au cheminement donc des candidats de Career Plus. Alors, il y a peut-être, on espère du moins qu'on a pu vous donner peut-être un conseil ou deux conseils utiles. Alors, pour les autres manifestations futures, vous allez recevoir en tout cas des résumés ou des documents au cours des prochains jours pour cet événement. Et puis pour le futur, on verra. Et en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.